bonsoir à tous. Des véhicules hors normes interdits de circuler en Guinée. Les états généraux de la sécurité routière s'ouvrent sur de grandes décisions. La route a endeuillé beaucoup de familles et il est temps de stopper l'hémorragie. Et la semaine de la citoyenneté et ce débat sur le rôle de l'école, le temps accordé aux cours d'instruction civique serait jugé insuffisant selon certains acteurs. Des funérailles dignes d'un homme d'État, l'honorable Aboubakar Somparé retourne à la case départ. Il a été inhumé dans son Dakonta natal à Boké. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information qu'on ouvre sur ces deux décrets. Le premier portant mutation de gouverneur de région administrative. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les gouverneurs de région ci-dessous désignés reçoivent les affectations suivantes. Région administrative des Erekore, M. Sébastien Tunkara, précédemment gouverneur de la région administrative de Farana. Région administrative de Farana, M. Lancé Condé, précédemment gouverneur de la région administrative de Zérekore. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 6 novembre 2017, signé professeur Alpha Condé. Décret portant nomination d'un préfet. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Monsieur Sori Sano, professeur en service à Kanka, est nommé préfet des Erekore en remplacement de Monsieur Aboubakar Mbop Kamara, muté. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 6 novembre 2017, professeur Alpha Condé. Cette audience du chef de l'État, le président Alpha Condé, s'est entretenu avec le patron de la CAF, Confédération africaine de football. Au menu de la rencontre, le développement du foot africain avec l'implication des chefs d'État. Mohamed Lamine Souma. Le président de la CAF, Confédération africaine de football, et son vice-président chez Alpha Condé. Ahmad Ahmad est venu réitérer la volonté de la CAF au président en exercice de l'Union africaine de promouvoir une franche collaboration avec les chefs d'État. Cette visite, c'est comme une visite entre le père et le fils. Parce que dès mon élection, j'ai tenu tout d'abord à venir rencontrer le chef de l'État, surtout président de l'Union africaine. Parce que nous ne pouvons pas, on est des Africains, nous ne pouvons pas prendre la fonction de gérer le football africain avec sérénité, sans la bénédiction des parents. Les parents sont nos chefs d'État. Nous avons parlé du contour du football africain, de ce que la CAF doit coopérer avec les chefs d'État africains à travers l'Union africaine, parce que nous estimons qu'il doit y avoir un rapprochement entre l'institution, l'Union africaine, et la Confédération africaine de football, parce que ce que nous entreprenons, avant que ce soit le football en tant que jeu, c'est aussi une éducation pour la jeunesse africaine. Donc c'est pour cette raison qu'on doit, nous devons nous rapprocher de nos autorités politiques pour voir ensemble ce que nous pouvons mettre en place, surtout dans le développement du football. Le président de la CAF a été introduit au palais Séroutoria par le président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Soare. C'est un plaisir pour nous pour recevoir ici le président de la Confédération africaine de football, accompagné de son vice-président. Donc tout un honneur pour la Guinée. Vous savez, il vient d'être élu à ce poste il n'y a pas très longtemps. Et comme je l'ai dit et je l'ai toujours redit, il a manifesté que son premier voyage soit la Guinée pour rencontrer le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, étant président de l'Union africaine. Donc il en a tenu. C'est toute une fierté pour nous, pour la jeunesse guinéenne, pour le football guinéen. Et tout comme vous venez d'écouter le président de ce qu'il s'est entretenu tout à l'heure avec Monsieur le Président de la République. Comme on le voit, la nouvelle équipe de la CAF veut imprimer une nouvelle dynamique qui inclut une forte implication des gouvernements dans le développement du football sur le continent.
Le succès des États généraux passe d'abord par le changement de comportement des agents de sécurité. Le président Alpha Condé a donné le ton en responsabilisant les agents de la sécurité. Les États généraux de la sécurité routière se sont ouverts ce lundi sur fond de grandes décisions. Tous les véhicules qui ne respectent pas les normes sous-régionales doivent être arrêtés. Mohamed Lamine Souma. Comment faire pour rendre la circulation routière plus fluide à Conakry? Et comment réduire des cas d'accidents très fréquents et mortels en Guinée? Cette problématique fait l'objet de réflexions lors des États généraux sur la sécurité routière qui se tiennent au Palais du Peuple de Conakry. Placé sous l'autorité du président de la République, ce forum tient lieu de tribune pour poser des diagnostics et trouver des solutions urgentes. Monsieur le Président de la République, force est de noter que les statistiques fournies par les services de sécurité compétents font état sur l'échéance 2010-2016 au plan national de 21 159 cas d'accidents de circulation ayant entraîné 1693 morts, 5 600 blessés graves, 5 638 blessés légers, 6 662 véhicules fortement endommagés, 6 145 légèrement endommagés et 7 893 motos impliquées. L'identification de toutes les entraves à la circulation routière sur l'ensemble du territoire national par les services compétents de mon département en collaboration avec les citoyens à la base a servi à l'élaboration d'un projet de stratégie nationale de la sécurité routière qui fera l'objet de débats fructueux au cours des présents travaux qui regroupent les experts de tous les départements ministériels. Mon département a déclenché un plan d'urgence dans le but de mener de vastes opérations de déguerpissement de l'emprise des artères dans la capitale. En effet, les facteurs d'obstruction de la circulation sur toutes les artères de la capitale résultent essentiellement de l'occupation anarchique de l'emprise des voies par des garagistes et marchands, étalagistes de tous ordres, le dépôt d'ordures ainsi que les stationnements encombrants, camions, voitures et remorques le long des artères. De tels comportements en matière de droit relèvent de l'incivisme. Pour le président de la République, le professeur Alpha Condé, la sécurité routière est l'un des plus grands défis auxquels la Guinée est confrontée. Un des grands défis auxquels notre pays est confronté aujourd'hui, plus qu'hier, est la problématique de la circulation routière en relation avec l'impératif de la sécurité routière. Avoir le spectacle infligeant de l'indiscipline sur la voie publique, la violation systématique des règles les plus élémentaires de la circulation routière, l'incivisme caractérisé de la part de nombreux citoyens, les manquements coupables des agents et responsables en charge de la sécurité routière, etc. On serait tenté à juste titre de croire que les bonnes pratiques en matière de circulation routière et la sécurité sur nos routes ne sont pas une priorité dans notre pays. Les conséquences de cette situation sont pourtant accablantes. Selon les statistiques que vient de vous présenter le secrétaire général et son ministre. Si ces statistiques terribles nous interpellent et nous conduisent au constat que les accidents de la circulation routière demeurent un fléau dans notre pays, nous devons aussi nous rappeler ce que tous les spécialistes de la sécurité routière nous enseignent. Un accident est la conséquence d'un dysfonctionnement du système homme, véhicule, environnement. C'est dans les interactions de ces trois composantes qu'il faut chercher les relations causales menant à l'accident. Cette approche permet de mieux comprendre l'accident et de trouver des actions pour y remédier. Mesdames, Messieurs, chaque comportement répréhensible est une faute de trop. Chaque cas d'accident est un accident de trop. Chaque victime sur la route est une victime de trop. Chaque cas de décès endeuille profondément une famille guinéenne, les familles guinéennes.
les dysfonctionnements liés à la non-application des réglementations en vigueur, l'absence de rigueur dans la formation des conducteurs et dans la délivrance des permis de conduire, l'absence de contrôle technique automobile et l'état défectueux des infrastructures routières sont entre autres les causes de ces nombreux accidents. Face à cette situation endémique, le gouvernement et tous les acteurs impliqués de près ou de loin dans les questions en relation avec la sécurité routière doivent plus que jamais conjuguer les efforts pour mieux appréhender les problèmes et surtout trouver les solutions les plus appropriées. Les résultats déjà enregistrés dans la mise en œuvre du plan d'urgence démontrent à suffisance que la problématique de la sécurité routière n'est pas une fatalité. Par l'engagement des acteurs, la rigueur et les efforts conjugués, le gouvernement et ses partenaires peuvent relever ces défis. Mesdames, Messieurs, les actions entreprises doivent se poursuivre et être renforcées, tant au niveau des conducteurs des véhicules légers et poids lourds, des motocyclistes que des piétons. Alors, au cours de vos travaux, devant de poser sans complaisance le diagnostic des maux qui minent la circulation sur les routes de la Guinée et de définir de façon pertinente la problématique de la sécurité routière en vue d'en identifier des solutions à court, moyen et long terme, tout en vous inspirant du plan d'action de la décennie pour la sécurité routière en Afrique. Il est important de faire strictement respecter les normes de la CEDEAO concernant le tonnage des camions, le nombre de litres par camion sur tonne, les surcharges des véhicules. Tout véhicule qui dépasse ces normes doit être interdit de circulation. En effet, qu'est-ce que nous constatons en Guinée? La CEDEAO a fixé des normes pour les poids lourds. Tout poids lourd qui dépasse ces normes ne doit pas circuler à l'intérieur du pays. C'est la même chose pour les camions sur terre. Ce n'est pas respecté. Désormais, Monsieur le ministre d'État de la Sécurité, il faut que cela soit systématiquement respecté. Tout camion qui dépasse ce toit doit être mis hors de circulation. Il en est de même pour les camions sur terre. Plus grave, les véhicules. Nous voyons les cars de 20 places avoir 50 passagers. Et vos services voient cela. Mais lorsqu'un véhicule est prévu pour 20 passagers, on ne peut pas mettre 50. Sans compter les gens qui font les dépassements en troisième ligne. Voilà les mots dont nous souffrons. Aussi au vu de tout le monde, y compris de vos services. Puisque nous avons une police militaire qui suit le comportement des militaires, il est important qu'on ait la même chose, une brigade chargée de suivre le comportement des policiers. Car vos policiers, très souvent, au lieu de s'occuper de ce qui ne va pas, demandent l'argent aux gens et laissent passer. Mais ça, vous n'en avez pas parlé. On dit en sous-sous, il y a des fois, il dit, ben, des fois, la Kenda arrive en paix, parce que quand il arrive, il y a une femme. C'est un proverbe sous-sous qui dit, quand tu parles à la souris, il faut parler aussi au Sumbara. Parce que si le Sumbara ne sent pas, la souris ne viendra pas. Donc, c'est bien de critiquer les usagers, mais pensons-nous d'abord sur le comportement de nos forces de police. Ensuite, quand vous dégagez les voiries, il faut qu'il y ait un suivi. Donc, il faut qu'il y ait une brigade chargée de régulièrement sillonner la ville et le pays pour savoir si c'est respecté. Ça sert à rien de dégager si un mois après les gens reviennent. Donc, si les états généraux doivent aboutir à un résultat concret, ça d'abord au changement du comportement de vos hommes, c'est-à-dire la police, particulièrement la police routière. Et ensuite, je vous ai dit d'associer les chefs religieux, d'associer tout le monde, parce que ça concerne tout le monde. Il faut que les chefs religieux aussi, dans les prêtres, dans les mosquées, expliquent qu'on ne doit pas surcharger. Les passagers ne doivent pas accepter d'être surchargés. Quand un car a 20 personnes, les passagers ne doivent plus accepter. S'ils dépassent, il faut qu'ils signalent à la police. Donc chacun doit, dans son domaine, agir pour qu'il y ait moins d'accidents. Les passagers, les chauffeurs. Vous avez très souvent des jeunes qui n'ont même pas 18 ans qui conduisent des véhicules, qui ont des permis. Pourquoi? Est-ce qu'on peut avoir un permis quand on n'a pas 17 ans? Voilà aussi qui concerne le ministère des Transports. Il faut donc revoir
Monsieur le ministre de l'État, la façon dont les permis sont donnés. Est-ce que les gens vont adopter au code réellement? Est-ce qu'ils connaissent le code de la route? Ou bien ils ont des permis parce qu'ils ont donné de l'argent? Voilà aussi, monsieur le ministre d'État au transport, s'il faut le voir. Alors c'est bien que nous parlions aux usagers, mais tournons-nous d'abord vers l'administration, le ministère d'État à la sécurité, le ministère d'État au transport. Le changement commence chez vous, non seulement au niveau de votre ministère, mais au niveau de nos personnels, au niveau des services chargés. Si les gens qui sont là ne font pas leur travail, il faut les changer. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes cadres qui rentrent. Il faut mettre des jeunes qui veulent que le pays marche, pas des gens qui ne pensent qu'à leur poche. À ce moment-là, on peut réellement penser qu'on peut changer le comportement des Guinéens. Mais il faut commencer par l'administration. Je vous remercie et je déclare ouvert les États généraux. Pour inverser la tendance, l'État guinéen doit aller au-delà du discours et mettre des moyens adéquats. En attendant, le président de la République pointe du doigt le non-respect du code de la route, l'incivisme des citoyens et le comportement indélicat de certains agents de la sécurité routière. Aux usagers de la route de prendre conscience, car c'est de leur propre sécurité qu'il est question. La rencontre doit durer 5 jours et aboutir à des propositions concrètes, en tout cas pour enrayer ces chiffres qui font froid dans le dos. 1693 personnes tuées dans des accidents de route depuis 2010. Tous les acteurs impliqués dans la régulation de la circulation routière prennent part à ces assises. Ils émettent le souhait que ces états généraux auront un impact décisif pour les années à venir. Alpha Isiagaba, Aboubakar Diaby. Le non-respect du code de la route, les occupations anarchiques des emprises publiques font des dégâts à Conakry. Depuis le mois de janvier 2017, 40 cas de décès sont enregistrés dans 700 accidents. Un plan d'urgence de la sécurité routière est en cours, mais les états généraux sont perçus comme un rendez-vous de tous les défis. Nous allons rédiger un rapport qui à la fois présente, n'est-ce pas, la problématique tant en matière de la situation des routes, des problématiques tant en matière de l'état des véhicules, des problématiques aussi en matière des comportements de nos concitoyens qu'on appelle les usagers. Les problèmes une fois posés, les travaux aussi vont pouvoir aboutir à des recommandations. Donc les recommandations en matière sur les questions de route, les recommandations en matière sur les questions de véhicules, les recommandations sur les questions de comportement humain et l'ensemble des recommandations chapeautées par la question de gouvernance, parce qu'elle est très importante aussi, vont être indiquées. Cela, c'est pour mettre les bases solides, savoir qui doit faire quoi et qui fait quoi. Si ces attributions-là sont connues, je sais que la police routière ne va pas souffrir. Je le dis plus haut encore, que la police routière doit trouver l'ordre établi. Les populations attendent également beaucoup de ces premiers états généraux de la police routière. Toutes choses qui devaient permettre d'assurer une fluidité, une aération de l'espace urbain, en attendant d'avoir des résultats concluants sur le terrain en matière de fluidité et de sécurité pour la population. Cette cérémonie d'ouverture qui a eu lieu et que le travail va continuer va avoir de satisfaction de la population à la longue. Et parce que le travail est situé à 3 points, long et à moyen et à court terme. Donc c'est pour la fluidité de la circulation et pour la sécurisation des usagers dans la circulation, c'est ce qui est important. Il faudra préparer, il faudra que chacun joue son rôle, que ce soit la police, vous avez écouté, mais c'est le président de la République, et l'accident de circulation est lié aux véhicules, c'est lié aux agents, c'est lié aux environnements. L'espoir de tous est que ces rencontres apportent du changement dans le trafic routier, dans la capitale et partout dans le pays. La sécurité routière et la fluidité de la circulation sont au cœur des attentions.
Cette déclaration du gouvernement guinéen, c'est avec une grande indignation que le gouvernement de la République de Guinée a appris l'agression lâche perpétrée contre le Royaume d'Arabie Saoudite. À cet effet, le gouvernement de la République de Guinée, qui œuvre sans relâche pour la paix dans toutes les régions du monde, condamne énergiquement cet acte inadmissible et contraire à toutes les valeurs qui régissent les relations d'amitié entre les peuples du monde. La République de Guinée, fidèle à ses principes en faveur de la paix et de la concorde, exprime son soutien total au peuple frère d'Arabie Saoudite ainsi qu'à son gouvernement. Conakry, le 16 novembre 2017, le bureau de presse de la présidence de la République. Et puis ces deux messages départ. Le premier adressé à son Excellence M. Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Excellence, Monsieur le Président, c'est avec une profonde consternation que nous avons appris la nouvelle de la fusillade survenue dans une église à Texas, provoquant la mort de 26 de vos compatriotes et de nombreux blessés. En ces moments de dure épreuve, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement guinéen, ainsi qu'à mon nom propre, adresser à vous personnellement, au peuple ami américain et particulièrement aux familles durement touchées, nos condoléances les plus attristées. Cette violence injustifiable, lorsqu'elle s'exerce contre un lieu de culte, ne doit pas rester impunie par la communauté internationale qui cherche les voies et moyens pour débarrasser le monde de ce fléau et restaurer la cohésion entre les nations dans leur diversité politique, humaine, culturelle et religieuse. Tout en vous renouvelant ma profonde compassion, je vous prie d'accepter, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine. Cet autre message départ du président Alpha Condé adressé à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Majesté, la commémoration du 42e anniversaire de la Marche verte m'offre l'heureuse opportunité d'adresser au peuple ami marocain, à son gouvernement et à vous personnellement les vives et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée, de son gouvernement ainsi que les miennes propres. C'est aussi l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à votre feu père, le roi Hassan II, initiateur de cette grande marche pacifique qui a mobilisé 350 000 Marocains, des délégations étrangères et l'organisation de la conférence islamique. Aujourd'hui, sous votre clairvoyante direction, le royaume chérifien engrange des résultats élogieux dans les domaines politiques, économiques, social, culturels, scientifiques et techniques. Les efforts doivent continuer pour consolider ces précieux acquis et préserver la paix et la sécurité de votre pays. Dans cette perspective, je tiens à vous renouveler mon engagement à user de tout ce qui est en mon pouvoir en qualité de présidente en exercice de l'Union africaine pour la consolidation de la paix et de la sécurité pour le bien-être collectif et le développement harmonieux de nos peuples respectifs. En vous réitérant mes félicitations ainsi que mes sentiments d'amitié, je vous prie d'agréer, Majesté, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. Professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, présidente en exercice de l'Union africaine. La semaine de la citoyenneté, les activités se poursuivent sur toute l'étendue du territoire national. L'assainissement fait partie de ces activités. Le ministre Gassama est d'ailleurs en tournée, faire le tour de Conakry pour expliquer que jeter des ordures dans la rue n'est pas citoyen. Mounir Bari, Djamokaba. L'assainissement est un acte d'hygiène, mais également une action citoyenne. À la faveur de la semaine du civisme, la lutte contre l'insalubrité publique prend de l'ampleur dans la capitale. À Kaloum, tout comme à Nongo et Anta, les jeunes sont sensibles aux gestes citoyens. Presque tout marque leur prise de conscience par un geste significatif dans l'intérêt de la collectivité. La propriété, ce n'est pas pour l'État. La propriété, c'est pour les citoyens. Les citoyens eux-mêmes doivent veiller afin que leur environnement soit sain et que l'air qu'ils respirent ne soit pas une air pollué. Dans sa campagne de sensibilisation, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté rencontre les élus locaux. À Koza, par exemple, les échanges portent surtout sur la non-violence. L'incivisme est subtilement fustigé
au cours de ces échanges. Si vous voyez qu'il est venu dans les marchés, il est venu dans les quartiers, on a appelé les imams, on a appelé les chefs de quartier, on a envoyé vraiment les leaders, les jeunes leaders, c'est pour vraiment disperser l'information partout où besoin sera. Aujourd'hui, on veut avoir un Guinéen nouveau, un Guinéen qui ne reste pas dans sa voiture et manger quelque chose et jeter dans la rue. Un Guinéen qui ne se permet pas de faire 3e ligne, 4e ligne, 5e ligne pour créer de l'embouteillage. C'est ce Guinéen-là qui se dit oui, il faut que je respecte les 2 lignes. C'est ce Guinéen-là qui empêche de faire les sens interdits. C'est ce Guinéen-là qui ne se fait pas une sirène, il n'est pas ordonné. C'est ce Guinéen-là qui respecte les lois du pays. Cette semaine nationale de la citoyenneté est une réelle opportunité d'encourager dans la ferveur les Guinéens à adopter un comportement responsable dans la société. Après la famille, l'autre endroit par excellence de la construction des citoyens, c'est l'école. Que fait-elle pour préparer les jeunes? Certes, il y a des cours d'instruction civique dans les programmes scolaires, mais ça ne dure qu'1 heure. Est-ce suffisant pour inculquer certaines valeurs chez les apprenants? Élément de réponse dans ce reportage de Bambadou Salioubar. Premier jour de la semaine, il est 7h40 à l'école primaire d'Occupé. Chacun se précipite pour être à l'heure. Ici, la journée commence par un assainissement systématique de la cour de l'école. Autour du mât, des notions de citoyenneté sont chantées en chœur avant la montée des couleurs. En classe, 10 minutes sont consacrées à la causerie citoyenne depuis le début de la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Si tu veux la paix, prépare d'abord la fraternité, mais aussi si tu veux la paix, prépare l'enseignement de l'amour du prochain. Car en effet, si tu veux la paix, donne la priorité des priorités à l'éducation. Comme la paix est jolie, j'espère qu'elle va continuer, que la guerre est... J'aimerais que les hommes ne soient plus dans les conflits, que les hommes soient capables d'être heureux ensemble. C'est à partir de la base qu'il faut apprendre ce que c'est la citoyenneté. Il faudrait que l'on chasse ce que moi je dois faire et ce que vous devez faire. Ensemble, nous aidons maintenant l'État à changer le comportement de tout un chacun. Dans le programme, seulement 1 heure par semaine est consacrée au cours d'éducation civique et morale. Pour pouvoir parler de la citoyenneté aux enfants, il faudrait faire au moins 1 heure de temps, 45 minutes, 2 heures de temps, parce qu'ils évoluent. Et ils vont grandir avec ça, donc il faudrait en tout cas augmenter un peu les heures de citoyenneté dans nos écoles pour que vraiment les enfants, les maîtres ou bien les enseignants puissent s'expliquer, d'aller de profondeur et pour que vraiment les enfants apprennent eux-mêmes ce que c'est que la citoyenneté. Dans cet établissement d'enseignement public, la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix vient conforter une tradition. Dans la cour de l'école, des messages citoyens attirent l'attention des visiteurs. La semaine du civisme nous a poussé, nous, de la rédaction du journal télévisé, à promener nos caméras. Les images que vous voyez là, c'est le palais du peuple où flotte le drapeau guinéen, caressé par le vent. Mais un aspect ne vous aura certainement pas échappé, le vert est presque invisible parce qu'il n'y a plus qu'une toute petite bande. C'est communiqué donc invitant à la clôture de la CENACIP. Le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté remercie les citoyennes et citoyens de la République de Guinée pour leur mobilisation effective pendant toute la durée de la 2e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, CENACIP. Il informe que la cérémonie de clôture aura lieu le mardi 7 novembre 2017 dans la salle des congrès du Palais du Peuple à 10 h. Cette cérémonie sera présidée par son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Ces derniers jours, on assiste à une défiance entre la presse et le gouvernement, une situation qui intervient alors que la Guinée vient de perdre quelques points dans le classement de Reporters sans frontières. Comment expliquer cette ambiance qui prévaut? Je reçois sur ce plateau pour en parler le ministre Damanta Albert Camara, ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau pour répondre à notre invitation. Alors, monsieur le ministre, comment expliquer ce climat tendu entre le gouvernement et la presse nationale?
Je crois qu'au-delà des événements qui ont suscité ce climat, il y a beaucoup d'incompréhension et de confusion sur le rôle des uns et des autres, qu'un peu plus de clarification permettrait de dissiper et de nous diriger vers des approches de solutions concrètes. Aujourd'hui, le gouvernement est considéré comme étant responsable de tout ce qui se passe dans le pays. C'est certes le pouvoir exécutif, mais il y a quand même des institutions indépendantes qui ont été conçues comme telles et qu'il faut prendre comme telles. Vous avez deux affaires principales, l'une concerne la justice, l'autre la haute autorité de la communication, et malheureusement on veut faire comprendre que c'est le gouvernement qui est responsable des décisions de ces institutions, c'est le gouvernement qui a une mainmise sur ce qui se passe, ce qui n'est pas le cas. La justice en Guinée est indépendante et nous y travaillons tous pour qu'elle reste dans cette indépendance. À force de dire que les institutions sont inféodées au pouvoir, on enlève toute responsabilité à leurs responsables, on les infantilise et on fait de telle sorte qu'elles ne servent pratiquement plus à rien. Et l'effet pervers de ce qui se passe, c'est que demain, les responsables de ces institutions pourront prendre les décisions qu'ils veulent, sans avoir à en rendre compte, sans responsabilité morale, sans responsabilité historique, prendre des décisions iniques, infondées, faire des erreurs, prendre des décisions même malveillantes. Ce n'est pas leur problème, c'est le gouvernement qui est responsable. Pendant ce temps, le gouvernement aujourd'hui n'a aucun moyen d'annuler la décision de la haute autorité de la communication. Le gouvernement ne peut pas interrompre une procédure judiciaire si elle est en place. Je rappelle, par exemple, pour la haute autorité de la communication, qui est composée de 11 personnes, l'exécutif en a 2. Le gouvernement nomme un commissaire et le ministère de la Communication en nomme un. Tous les autres, les 9 autres, viennent pour 5 de la presse elle-même, la Cour suprême, je crois, et le président de l'Assemblée nationale. Ils prennent leurs décisions en toute indépendance. À date, il ne me semble pas qu'un des commissaires de la haute autorité ait déclaré que la procédure par laquelle la radio Espace, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a été suspendue, que la procédure a été viciée. Donc, c'est en reconnaissant la force et la responsabilité de cette institution, et je salue à ce propos, je viens de voir un communiqué de la radio Espace qui attaque cette décision en justice, c'est responsable, c'est républicain, c'est professionnel. Il n'y a que de cette manière-là qu'on rendra nos institutions responsables et qu'on fera fonctionner les différents mécanismes démocratiques qui nous permettent de préserver le climat qui prévalait jusque-là entre nous et la presse. Avant Espace, il y a eu le cas Gangan. Tout à fait. D'accord. Peut-être on n'a pas assez entendu le gouvernement condamner l'usage de la force contre les journalistes. Effectivement, toute condamnation résulte d'une analyse poussée de la situation. Ce qu'on note, c'est que l'institution directement responsable de ce qui s'est passé, en tout cas directement impliquée dans ce qui s'est passé, à savoir la gendarmerie, a présenté des excuses, a déclaré l'ouverture d'une enquête. J'ai moi-même eu à regretter ce qui s'était passé en attendant d'en savoir plus, puisque et les journalistes et la gendarmerie, chacun, certains ont saisi la justice et d'autres ont déclaré l'ouverture d'une enquête. Là encore, il y a des mécanismes. Quel que soit ce que la gendarmerie fera en termes de déclaration, si les journalistes portent plainte et que la responsabilité des gendarmes est prouvée, la justice agira. Mais là encore, ce n'est pas une question du gouvernement. Je rappelle quelque chose de très important. Depuis que le président Alpha Condé est là, il a fait de telle sorte que notre justice recouvre son indépendance qu'elle n'avait pas. Ce n'est pas lui qui nomme les magistrats, il y a un conseil supérieur de la magistrature et c'est ce même conseil qui les sanctionne. Le procureur de la République, lorsque le président fait l'objet d'atteinte, que le président porte plainte ou pas, que le président de la République le veuille ou pas, qu'il le veuille ou pas, le procureur de la République a la possibilité d'ouvrir une information judiciaire, d'ouvrir un procès. Vous regardez les décisions de justice, au début c'est écrit qu'elle est rendue au nom du peuple de Guinée, pas au nom de la justice, pas au nom du président. Et donc, si on ne remet pas la justice dans ses prérogatives de manière à lui faire assumer ses responsabilités, on n'atteint pas l'objectif. Mon objectif aujourd'hui en venant sur ce plateau, c'est d'abord de préciser ces choses-là et de faire de telle sorte que, comme on l'a été pendant 7 ans, ces mécanismes qui font que la presse joue son rôle en Guinée et que le gouvernement est obligé d'en tenir compte perdurent et qu'ils soient renforcés parce que chacun saura prendre ses responsabilités, respectera nos institutions et utilisera les voies de droit pour faire valoir ses intérêts. Alors aujourd'hui, monsieur le ministre, il y a une crise, ça ne se discute pas, mais que faire pour rétablir la confiance entre les deux parties? C'est peut-être ce que je viens de dire en résumant. D'abord, reconnaître qu'il y a des institutions qui ont une responsabilité, aussi bien du côté des pouvoirs publics, le gouvernement, que des institutions indépendantes, la justice, la haute autorité de la communication. Les journalistes qui sont à la haute autorité de la communication ont été désignés par leurs organes respectifs, il faut le rappeler. Et
également ces organismes-là. Je rappelle qu'il y a quelque temps, lorsque vous parliez tout à l'heure de Reporters sans frontières, c'est l'Urtelgui elle-même qui a atténué le rapport de Reporters sans frontières en disant que ce qui était à l'intérieur, qui servait de fondement à leur classement, ne correspondait pas à la réalité. Elle a fait preuve de responsabilité. Vous, journalistes, certains journalistes auraient pu tomber sur eux et leur dire qu'ils ne jouaient pas leur rôle. Et là, dernièrement, c'est Espace qui également prend ses responsabilités en saisissant la justice. Ce sont ces mécanismes-là. Oui, là, on perd environ une dizaine de points, justement, dans le classement de Reporters sans frontières. Est-ce que quand on voit toute cette situation qui prévaut aujourd'hui, est-ce qu'on ne se dit pas que ce classement est quelque part ça peut un peu se justifier? Alors, la question ne se pose pas en ces termes. Nous ne travaillons pas pour plaire à une ONG. C'est vrai que parmi tous les classements sur les indices qui existent aujourd'hui pour qualifier les États, vous prenez l'indice de perception de la corruption, vous prenez l'indice Doing Business, chaque fois la Guinée fait des bonds de géants pour améliorer sa place. Comme par hasard, c'est uniquement avec Reporters sans frontières que ça ne marche pas. Soit. Toujours est-il que ce n'est pas par rapport à cette ONG que nous traitons nos relations avec les journalistes. Je crois que depuis que nous sommes là, jamais, au grand jamais, le gouvernement n'a attaqué un organe de presse. Jamais, malgré les dérapages que les journalistes eux-mêmes reconnaissent, le président de la République n'a attaqué une radio, n'a fermé une radio. C'est pour permettre à chacun d'apprendre de nos erreurs et d'avancer ensemble. Que cela nous soit reconnu, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, nous en prenons acte, mais nous ferons de telle sorte que, de toute manière, ensemble, nous continuons à raffermir cette démocratie à travers la liberté de la presse, dans le respect des institutions et des lois. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci d'être passé sur ce plateau. On enchaîne avec ce communiqué de la CENI. La Commission électorale nationale indépendante informe l'ensemble des acteurs du processus électoral qu'elle a conçu une solution électronique de gestion des candidatures pour les élections communales pour conférer aux prochaines élections communales 2018 une plus grande transparence. Elle se propose d'organiser une cérémonie de présentation du dit logiciel le mardi 7 novembre 2017 à 11h à l'hôtel Riviera de Conakry, suivi de communication sur le niveau de mise en œuvre du chronogramme. À cette cérémonie sont conviés les représentants des partis politiques, des organisations de la société civile, de l'administration et des partenaires techniques et financiers de la CENI pour un partage plus large de cette solution. La CENI s'est d'avance compté sur la participation massive de tous les acteurs à cet événement. Bientôt le congrès du réseau des femmes d'Afrique. Cette 8e édition va aborder plusieurs problématiques liées à la condition féminine sur le continent. La rencontre se prépare. Hier, l'aspect organisationnel a été débattu dans un réceptif hôtelier. Seydou Bandjaï. Cette réunion préparatoire du 8e congrès des femmes africaines intitulée Africa Femmes Performantes a réuni plusieurs personnalités féminines dont la présidente du réseau international. Au cours de la rencontre, le réseau a statué sur la vision de la femme africaine. Africa Femmes Performantes est une association de femmes dont le siège est basé aux États-Unis dans l'État du Maryland et qui a pour objectif de promouvoir les talents des femmes africaine et celle de la diaspora dans tous les secteurs d'activité, vraiment tous les secteurs, et de renforcer les partenariats d'affaires, les ponts entre les femmes de la diaspora et les femmes du continent africain. Et ça veut dire que ça peut être la femme agricultrice, la femme maraîchère, la femme teinturière, la femme chef d'entreprise, la femme ministre, la femme politique, la femme missionnaire, vraiment la femme dans tous les dons et les talents que Dieu lui a donnés. Nous voulons vraiment que les femmes guinéennes se rendent compte que cette organisation, cette association n'est pas guinéenne, n'est pas gabonaise, ni rien, c'est pour les femmes africaines. Donc la femme africaine doit hisser ce flambeau partout où nous sommes. Nous sommes fiers d'être guinéennes, nous sommes fiers d'être africaines et nous devons relever ce défi. Ces femmes ont débattu des ambitions que le réseau se fixe, mais aussi celles du président américain Donald Trump et du professeur Alpha Condé en sa qualité de président de l'Union africaine. L'objectif est de faire de la femme africaine une femme émancipée. Il est prêt à nous accompagner et également, il a dit quelque chose de très très important lors de son entrevue avec le président Donald Trump. Il a dit qu'il est sûr que le programme de l'AGOA, qui est ce programme d'import-export entre les pays d'Afrique subsaharienne et les États-Unis d'Amérique, et il disait d'ailleurs, à juste titre, qu'il est sûr que leurs deux mandats vont favoriser le commerce entre les deux pays. Et je pense que c'était un peu comme une prophétie du professeur Alpha Condé, parce
parce que la Guinée a été deuxième pays qui a été retenu par la Chambre de commerce américaine de Floride pour que les conteneurs de textiles soient livrés sur le marché américain. Cette réunion préparatoire a permis de faire le point de la situation sur le niveau d'avancement des préparatifs du 8e congrès du réseau des femmes africaines. La rencontre réunira à Conakry plus de 3000 femmes venues de toute l'Afrique. 249 jeunes Guinéens vivant en Libye retournent enfin au bercail. Ils ont été rapatriés et reçus à Conakry avec le sourire et le souhait d'un bon retour au pays natal. Ces jeunes vont bien. Ils ont été conduits au centre de transit de Matam pour des procédures d'identification. Mohamed Lamine Kamara. Depuis le début de l'année 2017, c'est le 7e vol en provenance de la Libye. Pour cette nouvelle opération de rapatriement, 249 jeunes Guinéens regagnent le pays. Ces jeunes auraient connu la souffrance sur le chemin de l'immigration clandestine. J'étais en Libye. C'est vrai, on voulait partir se chercher ailleurs, dans un autre pays, que la chose n'a pas marché, mais on a préféré se retourner au pays parce que chacun est mieux chez soi. Tu vois, voilà. Là-bas, on a eu pas mal de difficultés, mais je remercie seulement les organismes qui nous ont soutenus jusqu'à ce que cette déportation ait eu un succès aujourd'hui. Ici, à l'aéroport international Conakry-Bessia, ces rapatriés ont bénéficié des rations alimentaires avant d'être soumis aux procédures d'identification. Un bébé qui est né il y a 2 semaines, en prison. Elle est née en prison et elle a eu la chance, après les 2 semaines, elle a pu être transportée avec sa maman en Guinée. C'est pour dire aux parents que ce n'est pas évident de donner de l'argent à leurs enfants pour chercher à aller en Libye, en Algérie, et dans le but d'aller, n'est-ce pas, à l'Occident. L'Occident n'est pas la solution. Le défi, il est là. Le défi, il est de stabiliser ces jeunes et les empêcher de prendre cette route qui est de plus en plus dangereuse et qui les mène vers des vicissitudes que ni vous ni moi ne comprenons. Le gouvernement et l'Organisation internationale des migrations entendent mettre en œuvre un projet de réinsertion des jeunes migrants. 250 autres sont attendus le 7 novembre prochain à Conakry. C'est l'heure du grand repos pour l'honorable Aboubacar Sampare, un grand homme d'État qui a traversé tous les régimes. Il repose désormais dans son Dakonta natal à Boké. Auparavant, des hommages mérités lui ont été rendus. Moussa Komara. Il est 15h50 lorsque le cortège funèbre de Aboubacar Sampare arrive ce dimanche à Kolabougni. Membres du gouvernement, hauts cadres, familles politiques et biologiques se sont massivement mobilisés pour accompagner cette figure emblématique de la République à sa dernière demeure. Après les salutations d'usage des autorités locales et sages, direction Dakonta, son village natal. Tout au long du parcours, la désolation, la consternation et la tristesse se lisent sur les visages. Le village est noir de monde. Difficile d'accéder à cette mosquée où les fidèles musulmans venus de partout attendent le corps depuis des heures. Des honneurs militaires, il y en a eu pour celui qui a occupé des années durant la tête de l'Assemblée nationale. Plusieurs personnalités gardent de lui un cadre exemplaire et pacifique. Quand vous perdez un homme comme Aboubacar Sampare, quelqu'un qui a servi la nation depuis des années, et que vous le perdez, vous comprendrez avec moi que c'est un monument que nous perdons. Non seulement toute la Guinée, mais nous aussi en tant que ressortissants de Boké, dont je suis le président. Vous comprendrez avec moi que mes sentiments, c'est le sentiment de désolation. J'ai vu en lui un homme qui aime la Guinée, un homme qui incarne les hautes valeurs de nos sociétés. Quand vous allez chez l'âge, vous trouverez toutes les ethnies devant sa porte. Il n'a pas de préférence, il n'a pas eu de préférence vis-à-vis des ressortissants de telle ou telle région. Il a mis tous les ressortissants sur le même pied d'égalité. Pour le haut représentant du chef de l'État et natif de Boké, la Guinée a perdu un monument. Je crois
il a quand même accompli sa vie au service de ses amis, au service de sa famille et surtout au service de la République de Guinée. C'est vrai, c'était un garçon brillant à l'école qui a fait le travail qu'on lui a demandé de faire pour nous et qui s'est engagé à fond pour défendre ce pays. Ça, je crois que les gens ne devraient jamais l'oublier. La Guinée est un des rares pays au monde où on ne reconnaît pas les valeurs de ces fils qui sont battus et qui ont souffert pour son pays. Il a commencé par cette phrase qui fait trembler tout Guinéen. Il est l'un de ces modèles. Je souhaiterais que cette phrase qu'il a dite, qu'il a écrite dans la douleur, soit extrêmement comprise par tous les Guinéens. Et que quelqu'un comme lui, qui est un symbole de vérité, d'intégrité, de don de soi, soit un exemple pour nous tous. Jamais aucun corps n'a mobilisé autant de monde dans ce village, comme celui de Abou, comme l'appelaient affectueusement ses amis d'enfance. Famille, parents et proches remercient le chef de l'État et tous ceux qui ont effectué ce grand déplacement. Nous remercions toutes les personnes qui ont eu l'amable attention de venir jusqu'ici, parce qu'on est quand même à 380 km de Conakry, pour venir le mettre sous terre, et nous leur serons entièrement reconnaissants. Merci. Ici, désormais, repose Aboubacar Sampare à côté de plusieurs membres de sa famille. Un lieu choisi par lui sentant sa mort. Repose en paix, honorable Aboubacar Sampare. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.